Donc, le thème porte sur la lutte contre la corruption dans la commande publique. Tantôt aussi on parle de marché public. Ce sont des notions qu'on appelle des notions qui ne peuvent pas être maîtrisées pour une personne qui n'est pas adepte du droit, et pour des non-juristes ou bien pour des personnes aussi qui ne sont pas familiers avec cette notion. Je tiens tout d'abord à préciser que la commande publique, ce sont des contrats de marché public qui portent sur des opérations. Mais ces opérations, surtout, engagent les dépenses publiques. C'est-à-dire que là, on va se placer dans un contexte où, et ça a été expliqué, je crois, hier, en long et en large, c'est des opérations qui sont effectuées par l'État pour qu'elles puissent se fournir en biens, en matériel et en équipement. Mais il y a aussi d'autres contrats et d'autres domaines qui ne rentrent pas dans ces aspects. Ce sont ce sont des contrats qu'on appelle PPP, qui ne sont pas analysés par la commission de marché et qui aussi représentent une partie très importante des dépenses publiques et des engagements publics qui a été fait. Mais je ne vais pas vous emballer dans ces concepts, dans des explications conceptuelles. Je voudrais tout d'abord poser 3 problématiques qui permettra de cerner et de comprendre tout au long de notre débat où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va arriver. Donc tout simplement, dans un premier temps, la question qui se pose très simplement et qui est vraiment terre à terre, c'est pourquoi parler de la corruption dans le marché public. C'est la question qu'on va se poser. Pourquoi on parle de la corruption dans le marché public? Et après, par la suite, les panélistes vont démontrer quelles sont les différentes infractions qu'on peut constater dans le marché public et quels sont les comportements qu'on peut incriminer par la loi. Et troisième, et là on va commencer par la fin pour que vous compreniez ces 2 éléments, c'est-à-dire on va se poser la question sur les dispositifs, quels sont les dispositifs normatifs et institutionnels existants dans notre pays, tantôt au niveau international que national. Est-ce que nos textes normatifs ou bien les dispositions normatives sont au niveau? Et sans s'attarder, on aura le temps de revenir sur les discussions, sans s'attarder, je vais donner la parole à Madame la Présidente qui va nous présenter d'une manière générale les institutions, le cadre institutionnel et un discours d'ouverture. Merci beaucoup. Je m'excuse pour ma voix qui est un peu cassée ce matin. Je ne sais pas si elle va porter. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, chers panélistes, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce matin et de procéder à l'ouverture des travaux du panel des discussions sur la corruption dans les marchés publics. Panel qui s'inscrit dans le cadre du colloque sur les marchés publics. Mon plaisir est d'autant plus grand que l'organisation de ce panel représente pour moi et la Commission nationale une opportunité de parler de la corruption en général et de la corruption dans les marchés publics en particulier. Il nous donne aussi l'occasion de mettre la lumière sur les textes et lois en vigueur dans les pays pour sévir contre la corruption sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, les marchés publics sont un thème majeur de préoccupation pour l'intégrité de l'administration publique, car ils constituent une composante essentielle des programmes de dépenses publiques. À Djibouti, selon les statistiques de la Commission nationale des marchés publics, ce sont 277 marchés publics qui ont été traités en 2023 pour un montant total de près de 44, j'espère ne pas me tromper, 44 milliards 470 millions de francs Djibouti, soit 6% du produit intérieur brut et 29% du budget national. Cela montre à suffisance, si besoin en est, l'importance du budget mobilisé par l'État pour les marchés publics dans notre pays et la nécessité de la mise en place de systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise de décision pour garantir le bon usage des deniers publics.
En matière de corruption, le constat général, actuellement établi par divers spécialistes, est que le virus de ce mal est devenu endémique et gangrène tous les domaines d'activité dans presque tous les pays du monde, y compris le nôtre. Comme le soulignait déjà sans détour en 2015, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, lors de la Journée internationale de la corruption, en ces termes, aucun pays et aucun régime à travers le monde n'est vacciné contre ce fléau. Aucune institution d'origine humaine ne peut se prévaloir d'être définitivement à l'abri de la corruption. Alors oui, ne nous voilons pas la face. La corruption existe bel et bien chez nous. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement met en place des instruments et des dispositifs de prévention et de lutte contre ce fléau. La commission de lutte contre la corruption, créée en juillet 2013, fait partie de cette panoplie de mesures. Pour mesurer le niveau de perception de la corruption et déterminer les secteurs les plus touchés par ce phénomène dans le pays, la Commission nationale envisage de mener cette année, avec le concours de l'Institut national de la statistique de Djibouti, une enquête auprès des ménages et une enquête auprès des institutions. Ces deux enquêtes, ainsi que des études spécifiques à mener par la suite, nous permettront de mieux documenter les pratiques corruptives et combler le déficit de données chiffrées sur la corruption au niveau national. D'autre part, on notera avec intérêt que selon des études de la Banque mondiale et de l'Union africaine, la corruption coûte chaque année 148 milliards de dollars à l'Afrique et qu'il est estimé que la corruption a lieu dans près de 70% des contrats publics en Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, ces chiffres doivent nous interpeller sur les faits et les risques de corruption dans les marchés publics afin de les prévenir et les combattre énergiquement si nécessaire pour préserver notre pays et la population de ces effets dévastateurs. En effet, la corruption dans les marchés publics constitue un obstacle majeur au développement économique et social, en ce sens qu'il est le fondement d'une concurrence déloyale qui empêche les entreprises compétentes de remporter les marchés publics. Outre son impact négatif sur la croissance du secteur privé, cette pratique a pour conséquence une mauvaise réalisation des projets de développement et des infrastructures d'utilité publique. En effet, la distorsion du marché public due à la corruption peut se traduire par une moindre qualité et des prix excessifs, dont les conséquences fassent de façon disproportionnée les groupes les plus vulnérables. Aussi, les fonds publics détournés par la corruption dans les marchés publics pourraient être bien utilisés pour financer des projets de développement tels que des écoles, des hôpitaux, des routes, ou alimenter les fonds de filets sociaux pour lutter contre la vulnérabilité et la pauvreté, des populations. Dès lors, il nous incombe désormais d'identifier et de matérialiser sans délai les risques et les faits de corruption dans les marchés publics au niveau national. À ce stade, permettez-moi, mesdames et messieurs, de louer le programme de réforme initié par les autorités et la Commission nationale des marchés publics pour moderniser le processus de passation des marchés publics en République de Djibouti dans le cadre plus général de réforme des finances publiques afin d'améliorer l'efficacité dans la commande publique et de mieux allouer les ressources publiques dans la transparence totale. Pour ma part, je peux vous assurer, chers auditeurs, que la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, forte de ses attributions, s'engage désormais à jouer pleinement un rôle de veille et de contrôle dans les procédures de passation des marchés publics pour assurer l'accès équitable aux informations, la transparence dans les attributions et la qualité des marchés publics. À ce propos, avec l'adoption de la nouvelle loi 103 de mars 2024 qui vient compléter et renforcer l'arsenal juridique existant en matière de prévention et de lutte contre la corruption, la Commission pourra être saisie de faits de corruption et d'infractions assimilées par voie de plainte ou de dénonciation. Mesdames et messieurs, la dernière résolution de la Conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui s'est tenue à Atlanta en décembre 2023, portait sur la promotion de la transparence et de l'intégrité dans les marchés publics. Le panel d'aujourd'hui, qui revêt une dimension régionale, a ainsi pour objectif premier de susciter un débat public à travers un échange d'expériences entre experts sur la corruption dans les procédures des marchés publics, sur les lois et les textes anticorruption qui les encadrent.
Pour ce faire, les panélistes qui vont animer les débats aujourd'hui auront à discuter des thématiques relatives aux instruments internationaux en matière de lutte contre la corruption dans les marchés publics, aux risques et manifestations de la corruption dans les commandes publiques, aux mesures d'atténuation des risques et de prévention de la corruption et aux bonnes pratiques en la matière. Ce panel se veut aussi être un espace d'information et de sensibilisation des professionnels de passation des marchés publics, des responsables d'entreprises et du grand public sur la corruption et ses méfaits dans les marchés publics. Mesdames et messieurs, chers panélistes, avant de terminer, je tiens à remercier sincèrement la Commission nationale des marchés publics, le secrétaire général du gouvernement et sa dynamique équipe pour l'organisation et la réussite du colloque régional sur les marchés publics. Bravo. Je vous convie donc à un débat franc et constructif pour mieux atteindre les objectifs assignés ci-dessus. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du panel sur la corruption dans la commande publique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous éclaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour votre attention. Merci, madame. Vous avez vu, c'est un discours engageant. Parce que c'est une magistrate qui l'a dit, elle le connaît très bien. Et elle est aussi accompagnée de sa collègue, sa secrétaire générale, mais aussi qui est magistrate. Donc, un engagement qui est fort, mais aussi, c'est un engagement qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile parce qu'il faut, au-delà de texte, aller dans la pratique. Et la loi qui a été citée, qui a été adoptée le 6 mars 2024, en dit gros, en dit beaucoup, parce que c'est une loi qui permet d'aller de l'avant à la Commission pour être active sur le plan de lutte contre la corruption. Le lien entre le marché public et la corruption est très étroit. Pourquoi? Parce que le marché public, comme il a été dit, moi j'aime pas les chiffres, mais les chiffres est parlant, c'est 29% ou 31% de dépenses publiques. C'est énorme par rapport, c'est-à-dire la commission du marché public doit faire un travail colossal et important, et surtout aujourd'hui, depuis une décennie, elle est en train de moderniser les textes législatifs. Elle a vraiment modernisé les textes législatifs parce qu'on est au standard international qui permet de garantir, et surtout la dernière en date qui complète, surtout, c'est le code de déontologie de la fonction publique, qui traduit les démarches que doivent adopter les agents publics dans l'exécution et dans l'accomplissement de leur mission. Et c'est les deux mots qui riment, la transparence et l'équité. L'agent public, il est là pour assurer la transparence et l'équité. Et la transparence, aujourd'hui, on n'en a pas besoin, elle passe par le numérique. Donc, l'accès à l'information est très facile. L'équité, c'est-à-dire la personne qui rentre dans cette situation, elle est en train, l'agent public qui est en train d'être encouragé dans la corruption, il est en train, non pas de voler l'État, mais de voler sa poche. Parce qu'il paye des impôts pour l'État et l'impôt de tout le monde. Donc, sur la question qui se pose maintenant, est-ce que Djibouti est au standard international et quelles sont les mesures, les dispositifs internationaux qui sont en vigueur dans notre pays pour lutter efficacement contre la corruption en général, mais plus particulièrement dans le domaine qui nous concerne ce matin, le marché public. Donc, ce que va nous présenter Madame la secrétaire générale sur les dispositifs et les mesures internationaux. Merci, maître. Alors moi, je vais intervenir, je vais un peu parler des cadres juridiques internationaux existants en matière de corruption, et notamment le mécanisme de prévention de la corruption prévu par la Convention des Nations Unies contre la corruption. Alors, tout le monde s'accorde que la corruption est un fléau mondial et constitue un frein au développement économique de tous les pays. La passation des marchés publics n'échappe pas à ces fléaux mondiaux
et constitue l'une des activités gouvernementales les plus vulnérables à la corruption. Il faut savoir que la corruption a une nature cachée et du fait de sa nature cachée, il est difficile d'estimer le coût exact de la corruption dans les dépenses publiques. Mais néanmoins, il y a eu des études dans ces domaines et les études qui ont eu lieu ont affirmé, notamment un rapport de l'OCDE 2014 affirmait que 10% à 30%, il faut allumer le diapo ici, de ce côté aussi, que 10% à 30% de projets de construction financés par des fonds publics seraient perdus en raison de la mauvaise gestion et de la corruption. Mais aussi que la perte annuelle mondiale de la construction causée par la corruption pourrait se chiffrer à 2,5 milliards de dollars. Quand même, c'est un grand chiffre. Alors, face à cette problématique mondiale, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 31 octobre 2003 la Convention des Nations unies contre la corruption, qui constitue le cadre juridique international de référence afin de prévenir et de lutter contre la corruption. La Convention des Nations unies contre la corruption, vous le trouverez sur Internet. Elle est répartie en plusieurs chapitres et le chapitre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le chapitre 2 intitulé « Les mesures préventives ». Ce chapitre, il comporte plusieurs dispositions et dans ces dispositions, on a d'une part les mesures préventives générales de la corruption, des mesures préventives générales qui encadrent l'ensemble des agissements et des activités de l'État face à ses usagers et face aux citoyens. Mais dans ce chapitre, on trouve également un article important qui prévoit des mesures préventives et spécifiques au processus de passation de marchés publics. C'est l'article 9. Alors, je vais d'abord commencer par les articles prévoyant les mesures préventives générales. C'est le cas de l'article 5 du chapitre 2 de la Convention des Nations unies qui exhorte aux États parties, qui engage aux États parties d'adopter, de mettre en place une politique générale de prévention de la corruption, de mettre en place, d'adopter une stratégie globale de prévention. Cet article 5 est important également puisqu'il prévoit des principes généraux comme la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics de l'État, l'intégrité, la transparence, la responsabilité des agents publics de l'État. On a également l'article 6 qui lui aussi prévoit que chaque État partie doit mettre en place un ou plusieurs organes indépendants qui seraient chargés d'appliquer et de mettre en œuvre la politique générale de prévention de la corruption ou la stratégie globale de prévention de la corruption. Alors si cet article 6 qui concerne des organes indépendants, cet article parle plutôt des organes de prévention de la corruption, qui garantit la prévention de la corruption, mais dans la pratique, on a vu que selon la spécificité administrative et juridique des États,
dans certains États, cet organe a pour mission seulement la prévention de la corruption, mais dans d'autres États, cet organe est investi de pouvoirs plus importants, comme l'investigation des faits de corruption, jusqu'à l'investigation des faits de corruption, jusqu'à la saisine des autorités de poursuite. C'est comme notre commission, la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption de Djibouti, on a cette double mission. On est non seulement un organe de prévention de la corruption, en élaborant et en assurant la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, mais on a également une autre casquette, on a une mission de faire des investigations, de recevoir les plaintes et les dénonciations portant sur des faits de corruption, de faire des investigations et de saisir les juridictions et les autorités judiciaires compétentes. Autre article qui prévoit des mesures préventives générales, c'est le cas de l'article 8 qui prévoit des mesures de prévention encadrant les agents publics de l'État cette fois-ci. Cet article 8, je peux énumérer trois mesures importantes, trois mesures préventives importantes qu'il met en place. Il invite les États partis d'adopter des normes nationales d'intégrité pour les fonctionnaires par le biais, par exemple, d'une réglementation de la fonction publique ou l'adoption d'un code de conduite. Cet article exhorte aux États partis ou invite aux États partis également d'instituer un mécanisme de signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Cet article prévoit aussi autres mesures de prévention importantes. Il institue des mesures obligeant aux agents publics de l'État de déclarer aux autorités compétentes à chaque fois qu'ils se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts. Ils doivent le signaler, le dire à leurs autorités ou à leurs supérieurs hiérarchiques à chaque fois qu'ils se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts. Et enfin, pour les mesures préventives générales prévues par la Convention des Nations Unies, on peut citer l'article 10 qui lui parle plutôt de l'information du public, que le public doit être informé de toutes les procédures et réglementations, toutes les procédures et règlements permettant aux usagers d'obtenir des informations sur l'organisation et le fonctionnement. Les usagers doivent constamment être informés de l'organisation et du fonctionnement de l'administration. Mais également, il faut faciliter l'accès des usagers aux autorités de décision compétentes, que les usagers puissent accéder aux autorités de décision compétentes, mais notamment la publication d'informations concernant sur le risque de corruption dans l'administration publique. Alors là, je vais entamer un peu l'article 9 qui parle de mesures préventives et spécifiques au processus de passation de marchés publics. Cet article 9 comporte plusieurs alinéas. Le premier alinéa parle de la diffusion publique d'informations. Alors, la diffusion d'informations, d'une part, la diffusion de toutes les lois, réglementations et procédures existantes en matière de passation de marchés publics, mais aussi la diffusion d'informations concernant le projet de marché public. D'une part, la diffusion de toutes les informations, les lois, les procédures, les réglementations existant en matière de passation de marchés publics, mais aussi la diffusion d'informations concernant le projet du marché public.
c'est-à-dire la publication de l'invitation à participer à l'appel d'offres ouvert, qui est l'appel d'offres concurrentiel. En cas d'exception à l'utilisation de l'appel d'offres concurrentiel, le choix du processus doit être parfaitement justifié et documenté. Également, la communication aux fournisseurs et aux commissionnaires et aux soumissionnaires, des critères d'évaluation et de sélection. Également, l'ouverture publique des plis à la date limite fixée pour le soumission. Les plis doivent être ouverts publiquement, dans une séance publique. Il s'agit également de publier tous les rapports d'évaluation. Et en fin du processus, informer rapidement les soumissionnaires du résultat de l'examen de l'appel d'offres. Le deuxième alinéa de l'alinéa B de l'article 9 du chapitre 2 concerne l'établissement ou prévoit l'établissement à l'avance des conditions et critères de sélection et d'attribution du marché. Il faut la description détaillée de l'objet du marché et énoncer les caractéristiques techniques et qualitatives pertinentes ou les caractéristiques de performance de cet objet. L'alinéa C de l'article 9 prévoit l'utilisation de critères objectifs et déterminés pour la prise de décision. Alors, lors de l'évaluation ou de la prise de décision, seulement seront pris en considération des critères objectifs, comme le rapport qualité-prix, comme les spécifications techniques. Les spécifications techniques seulement. Petit D, c'est l'élaboration d'un système de recours efficace au cas où les procédures et règles de passation de marché public ne sont pas respectées. Alors, cette disposition donne au fournisseur ou l'entrepreneur insatisfait la possibilité de contester une décision qu'il estime non conforme aux règles et procédures de passation de marché public. On entend par système de recours tout un processus comportant des voies et moyens, comportant des délais. Cela implique nécessairement la mise en place d'un organe ou d'une institution indépendante devant laquelle le recours doit être exercé. Cette institution indépendante ou cette commission serait investie la possibilité ou de pouvoir des collectes de renseignements sur la fraude et la corruption, par exemple en analysant toutes les plaintes reçues, en examinant les listes de fournisseurs auxquels il était interdit de soumissionner. Alors c'est tout un processus qui comporte des délais, des moyens et une institution qui serait capable de recevoir ce recours en toute indépendance. Enfin, c'est l'alinéa E de l'article 9 du chapitre 2, la réglementation, cette fois-ci, des personnels chargés de la passation de marché public. Alors, le personnel intervenant dans le processus de passation de marché public doivent être évalués, leur performance doit être évaluée. Il faut prévoir un système de rotation de ces personnels pour réduire notamment le risque de corruption lié à un emploi prolongé dans le même poste. Il faudrait prévoir la déclaration de l'enregistrement des intérêts, des avoirs, invitations de ces personnels. Il serait bon aussi que l'administration prévoit ou organise des cours de formation à l'égard de ces personnels qui interviennent dans le processus pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs fonctions. Voilà,
Je pense que j'ai terminé sur les cadres juridiques internationaux. D'accord. Merci Madame la Secrétaire Générale. C'est une présentation qui a été faite terre à terre et merci beaucoup parce que c'est une convention très très documentée et très barbative à la lecture, mais vous avez fait une synthèse qui permet de comprendre un peu, de cerner la problématique. Vous savez, on ne parle pas de la corruption ordinaire dans le marché public. On ne parle pas de la corruption d'un bakhchish. Le mot vient du mot turc. Hein. Bakhchish, ça vient du mot turc. On ne parle pas de bakhchish ni de dua qu'on connaît dans notre culture parce que dans cette réflexion, il faut joindre la culture au comportement. Là, on parle, dans le jargon de juriste, on parle plus de la corruption qu'on appelle sophistiquée. De la corruption, certains auteurs disent de la corruption légale. C'est-à-dire on respecte la procédure. Si je respecte la procédure, au final, il sera difficile de déceler les comportements incriminés. Donc, c'est pour cette raison que, au niveau international, la corruption n'est pas uniquement tributaire de notre pays. Partout dans le monde, même dans les pays très développés, la corruption existe. Et la corruption existe jusqu'à maintenant, même s'il y a de belles textes qui vous a été présentés. Mais Djibouti, elle a fait, et c'est là qu'on va voir avec monsieur le directeur, Djibouti, est-ce qu'elle a standardisé ces réglementations pour arriver à un niveau, non pas pour éradiquer, mais pour essayer de limiter les dégâts. Parce que nous sommes un des pays de l'Afrique aussi qui n'est pas... Parce que la corruption, elle a un effet néfaste. Elle existe partout, mais elle a un effet néfaste sur les pays moins développés. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la corruption, on attribue des marchés pour une école mal construite, une route mal construite. Nous qui est usagers de ces infrastructures est en train de peiner parce que ça peut poser des problèmes. C'est pour cette raison que monsieur le directeur va nous présenter des dispositifs préventifs, répressifs, internes, et aussi ce sont des textes qui existaient mais qui a été renforcé par la suite pour qu'on puisse lutter efficacement contre la corruption et sans qu'il y ait des tabous. Merci. Oui. Salam alaikum. Juste pour compléter la scène générale concernant la participation, la soumission pour l'intégrité de la commande publique à elle-même, ce que je veux bien préciser, parce que nous avons eu hier la présentation générale sur la CNP à elle-même, et il y a trois aspects: l'intégrité, comme vous avez dit, la transparence et la participation des parties prenantes et le motif des reçus. La participation, effectivement, une fois que la commande, l'appel d'offres est lancé, aussi bien dans la Nation ou dans le journal et autres, le soumissionnaire assiste à ces étapes-là en présentant les offres, en voyant un peu ce qu'il y ait. Donc ça permet aussi aux soumissionnaires de prendre part à l'ouverture de leurs offres et pour qu'ils puissent effectivement savoir quels sont les enjeux. Tout ça se comporte dans un DAO, ce qu'on appelle dans l'appel d'offres à elle-même, où il y a tous les critères qui sont bien mentionnés et qui sont intégralement là-dessus. Donc l'accès à l'information, à la transparence, c'est la participation de tous soumissionnaires à l'ouverture des offres. Et une fois que le DAO est bien établi et qu'ils répondent là-dessus, c'est effectivement leur motif dérégé aux autres, c'est l'administration contratante les informe à elle-même que ce document n'a pas été respecté pour tel motif qui a été rejeté. Voilà au niveau de notre pratique qui est très importante entre l'intégrité, la transparence et les motifs des rejets de leurs offres. Donc ils ont toutes ces étapes-là. Après, effectivement, il y a le comité des règlements qui peut compléter aussi tout ce qu'il y a là-dessus. C'est juste ce complément que je voulais faire. Merci.
Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Il m'a été suggéré, on va faire attendre les directeurs pour son intervention. Pour ne pas perdre les fils, on va passer aux questions-réponses par rapport à la première intervention sur la Convention internationale de lutte contre la corruption. C'est qui m'a été... On enchaîne? Ok, bah allez-y alors. Alors, autant pour moi. Allez-y. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, chers participants. Je préfère être assis. Hein? C'est un panel, je dois être assis. D'accord, donc, vous m'entendez? J'espère qu'on m'entend. Donc, la corruption dans la commande publique, elle compromet la qualité des services publics qui est rendu aux usagers. Pourquoi? Parce que ça nuit au principe de la concurrence équitable entre les entreprises, et cela ne permet pas à l'État de bénéficier des meilleures offres disponibles sur le marché. Comme l'a dit Madame la Présidente dans son discours, vous avez bien vu le chiffre, ça concerne 29% du budget national. C'est une somme qui est énorme. Et si cette somme n'est pas bien gérée et que la corruption s'y glisse, ça va provoquer un gaspillage économique et par là nuire au développement du pays. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des mesures préventives et répressives pour lutter contre ce fléau. La République de Djibouti a justement mis en place un ensemble de mesures préventives et répressives pour éradiquer ce fléau à Djibouti en général et plus particulièrement dans la commande des marchés publics en particulier. C'est l'objet de ma présentation qui est les mesures préventives et répressives de la corruption à Djibouti, le cadre national, le cadre juridique national. Donc, si je passe en premier lieu aux mesures préventives, je vais essayer de présenter cette partie en 2 points. Les mesures préventives qui ont été initiées par la Commission nationale de lutte contre la corruption et les autres mesures préventives existantes. La Commission, de par sa loi 103 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption qui a été votée en mars 2024, dispose dans cette loi plusieurs éléments de prévention. Notamment, vous avez l'article 16 de la loi qui institue une obligation de déclaration de patrimoine à l'ensemble des agents publics en général et plus spécifiquement aux membres de la commission des marchés publics. La personne doit déclarer ses biens immobiliers à l'étranger comme dans le pays, de son conjoint et de ses enfants mineurs. Donc ça, c'est un outil déjà puissant pour prévenir l'enrichissement illicite et injustifié. Vous avez également l'article 26 qui se rejoint à cela, qui est le conflit d'intérêts, que la personne doit déclarer toute situation dans laquelle elle peut se trouver dans un conflit d'intérêts. Il y a également d'autres mesures telles que l'article 22 et l'article 24 qui mettent en place un bon nombre de mesures de transparence que les institutions publiques et privées doivent mettre en place dans leurs institutions, telles que la mise en place d'un manuel de procédure pour être sûr de la prise de décision, que les procédures d'appel d'offres soient respectées, que chaque institution puisse avoir un code de conduite. C'en est plusieurs, mais j'en ai pris quelques-uns qui se rapportent avec la commande publique, qu'il y ait des procédures de concurrence loyale. Il y a également l'article 27, qui sont les mesures préventives dans le secteur privé, que les institutions du secteur privé doivent avoir des bonnes pratiques commerciales, qu'ils ne doivent pas mettre en place des pratiques anticoncurrentielles, que les pratiques doivent être saines et transparentes. La Commission nationale de lutte contre la corruption, à travers ces différentes mesures de transparence, prévoit prochainement de mettre en place un système de notation de la transparence
des institutions publiques, pour noter les institutions de la plus transparente à la moins transparente à travers ces articles de prévention que vous pouvez le voir dans notre loi. Donc je vous invite, chers membres des institutions publiques et privées, à lire la loi 103 et vous imprégner dès maintenant des mesures préventives que vous devez mettre en place dans vos institutions. Après, il y a les autres mesures préventives. Les autres institutions ont également mis en place d'autres mesures préventives. Et en premier lieu, vous avez les mesures préventives qui ont été mises en place par la Commission nationale des marchés publics. Le fait qu'un portail électronique des marchés publics a été mis en place est un pas de géant vers la transparence et la bonne gouvernance. Il répond au projet de e-gouvernance et de la modernisation de l'administration publique. Ils ont également mis en place une charte éthique de transparence applicable dans le domaine des marchés publics. Les dispositions du Code des marchés publics de 2009 répond à l'ensemble des principes directeurs de transparence, que ce soit les principes d'égalité d'accès à l'information, les principes d'égalité à l'accès et les principes d'égalité d'accès au traitement. Il reprend tout l'ensemble des principes. La Commission nationale des marchés publics a également mis en place un manuel de procédure pour la passation des marchés publics. Félicitations. Donc, il y a également d'autres mesures qui sont là. À Djibouti, nous avons un ensemble d'institutions et d'organes de contrôle qui sont faits sous forme de cascade, qui ont vraiment un effet dissuasif pour lutter contre la corruption. Il y a à Djibouti les institutions qui interviennent dans le contrôle, ce qu'on appelle a priori administratif et interne. En premier lieu, il y a la Commission nationale des marchés publics qui intervient. Puis s'il y a un problème, il y a le comité de règlement des différends. Il y a la direction du contrôle budgétaire du ministère du budget. Donc il y a autant d'institutions en interne. Puis il y a les autres institutions, les institutions indépendantes et externes, telles que l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances et notre institution, la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. Si tout cela, tous ces filtres-là n'arrêtent pas la corruption, en dernier lieu, il y a le contrôle parlementaire qui va essayer de vérifier et de contrôler, dans son contrôle de la loi de finances, comment les marchés publics ont été gérés. Donc nous avons tout un dispositif de contrôle établi et d'organes qui permettent de vraiment prévenir la corruption. Donc il y en a tellement de mesures préventives que c'est difficile de les réunir dans ce panel-là. Il faudra en faire une conférence. Donc je vais essayer d'arrêter pour les mesures préventives et essayer maintenant de parler des mesures répressives. Les mesures préventives sont là pour dissuader. La personne qui n'est pas dissuadée, il y a le bâton. D'accord? Les mesures. Donc pour les mesures répressives, nous avons d'abord, il y a, comme le dit l'adage, pas de loi, pas de peine. D'abord, on a vu qu'il faut d'abord incriminer toutes les formes de corruption existantes. Donc là, vous avez un arbre qui illustre l'ensemble des formes de corruption. Et avant la mise en place de la loi 103, à Djibouti, il y avait un ensemble de formes de corruption qui n'étaient pas incriminées. Maintenant, avec la loi 103 que nous avons initiée, avec la troisième mandature de la commission présidée par la présidente Mme Zakaria Ibrahim, nous avons pu mettre en place une loi type qui est en cohérence et en conformité avec la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. L'ensemble des recommandations des Nations Unies ont été incorporées. Maintenant, on peut dire qu'il n'y a aucune forme de corruption qui n'est pas incriminée à Djibouti. Toutes les formes sont incriminées. Donc, je vais essayer de dire les infractions de droit commun portant sur les mesures répressives dans la commande publique. Ça, c'était les infractions de droit commun qui existaient au préalable. Il y avait le code pénal dans lequel il y avait un ensemble de mesures de corruption qui étaient dans l'article 201
à 222, il y avait tout un ensemble d'articles portant sur la corruption. Vous avez la loi 104 qui est relative à la lutte contre le financement du terrorisme, la loi 105 qui est relative à la lutte contre le terrorisme et les autres infractions graves, qui a des articles bien intéressants dans cette loi, car elle incrimine la corruption des agents publics et privés internationaux, étrangers. Et il y a également la loi 106 qui est relative à la politique de blanchiment des capitaux pour mettre en place une politique contre les flux financiers illicites. Donc ça, c'était l'ensemble des dispositions existantes. Les infractions qui sont maintenant prévues par notre nouvelle loi, la loi 103. J'en profite pour vulgariser également la loi qui vient de passer. On a ajouté ces nouvelles infractions. Ce ne sont pas, c'est pas une liste exhaustive de toutes les infractions que nous avons ajoutées, mais celle-là, elle a un lien avec la commande publique. Premièrement, vous avez l'article 48, qui est les avantages injustifiés dans la commande publique. Vous avez l'article 46, qui maintenant incrimine le conflit d'intérêts. L'article 51, qui est pour la procédure d'entente entre les soumissionnaires s'ils adoptent des pratiques anticoncurrentielles. Et à l'article 53, qui est une nouveauté. Maintenant, les cadeaux, les doigts, sont incriminés. Les cadeaux qui dépassent 20 000 francs. C'est une peine allant de 2 à 5 ans et 5 à 10 millions d'amendes. Il ne faut pas négliger. Donc, il ne faut pas prendre les BHS qu'on vous donne, les hommes. Il y a également l'article 45, le favoritisme. Et l'article 55, ça aussi c'est une nouveauté, la protection des dénonciateurs, des lanceurs d'alerte. Si on nous a dit, toute personne qui fait une vengeance contre une personne qui a dénoncé, il y a également des peines. Non seulement ce sont de nouvelles infractions, mais ce sont des infractions qui ont été également durcies. Parce que, tu veux passer ? Les peines sont énormes. Par exemple, pour les infractions qui existaient déjà, la corruption passive et active, nous avons durci les peines. L'article 49, 50 sont particulièrement sur la commande publique. Donc la personne qui perçoit un avantage indu aura non seulement des peines pénales, mais va payer le triple des avantages indus qu'elle a reçus. Une amende qui va jusqu'au triple. Ce n'est pas tous les pays qui l'ont. La plupart des pays, c'est double ou c'est une somme fixe. Nous, à Djibouti, c'est le triple. Donc, ce sont des amendes très dissuasives. Pour les infractions existantes, nous les avons également renforcées en durcissant les peines, mais également en les complétant parce que l'avantage indu avant ne figurait pas dans notre code, dans notre droit commun. Donc, on a ajouté la notion d'avantage indu. L'abus de fonction et le trafic d'influence existait aussi. On a durci les peines et on a ajouté également la notion d'agent public. L'agent public n'était pas défini avant. C'était une liste de personnes qui étaient citées. Donc, ces listes de personnes, plusieurs personnes pouvaient échapper. Donc, maintenant, nous avons fait une définition générale de qu'est-ce qu'un agent public. Il y a également le refus de la déclaration de patrimoine qui avant c'était seulement une amende, mais maintenant il y a également une peine pénale qui va être poursuivie contre la personne qui refuse de déclarer son patrimoine. Donc voilà un peu le paysage juridique que nous avons comblé. Il y avait un vide et la troisième mandature vient compléter ce vide avec la nouvelle loi qui vient s'ajouter et autant de mesures préventives et répressives ne peuvent que prévenir et mieux lutter de la corruption dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous avez... c'est vrai, on ne peut pas terminer en une matinée tout ce qui concerne la corruption et les marchés publics. Et même pour ces thématiques des marchés publics, on ne peut pas le finir en une journée. Mais pour la petite anecdote, le dua, les cadeaux, ou bien, comme on appelle aussi, les dons, certains vont se poser la question pour dire pourquoi c'est limité à 20 000 francs. Et pourquoi c'est spécifique, est-ce que c'est spécifique à Djibouti? Vous savez, ce texte a posé même un gros problème au niveau international quand on l'intégrait dans le dispositif international, parce qu'il y avait l'aspect sociologique et culturel. C'est-à-dire, quand on dit dua, c'est quelque chose qu'on fait pour le bienfait de Dieu, qu'on donne pour le bienfait de Dieu, parce qu'on le fait pour Allah.
Mais sauf que maintenant, jusqu'où peut aller ces deux-là? C'est pas normal pour un petit service qu'on vous donne des sommes excessives par rapport à au service que vous rendez. Et c'est un comportement aujourd'hui qui reste en Afrique. Et est-ce que c'est normal qu'on sanctionne une personne à qui on force? Parfois, on vous force. Mais par votre intégrité, vous refusez. Mais sauf qu'il y a l'aspect culturel qui est là-dedans. Et cet aspect culturel, est-ce qu'on va sanctionner une personne qui prend 1000 francs ou 5000 francs, ou bien à qui un fonctionnaire qui a travaillé toute la journée à qui on ramène une bouteille d'eau? Est-ce que ça peut être un cadeau ou bien autre chose? Donc ça, c'est le problématique, et on va passer aux questions. Je voulais revenir sur un aspect aussi, qui est très très important, c'est l'accès à l'information, qui aujourd'hui, dès le départ, et c'est pour cela qu'il faut féliciter la commission de marché, qui fait en même temps un travail de sélection, mais en même temps, elle rend compte, en rendant public les rapports, parce qu'on parle de l'opacité. Dans la corruption est égale opacité. Il y a corruption synonyme quand c'est pas clair, quand il y a opacité par rapport à l'information qui sera fournie. Donc, le mot corruption, étymologiquement, vient du mot grec corruptu qui veut dire obscur. Donc, pour effacer cette obscurité, il y a la transparence qui a été mise, et la commission des marchés, elle a fait ce travail, et elle publie régulièrement des rapports de son activité, et quand on connaît les chiffres, les gens vont s'intéresser. On le publie pourquoi? Pour que les gens, c'est-à-dire la société civile et les usagers, s'intéressent à ce que l'État dépense comme argent pour assurer les services publics. Les gens ne comprennent pas concrètement, mais quand on descend terre à terre, il faut comprendre cet aspect, c'est-à-dire quand on cherche un acte de naissance à l'état civil, en amont, les papiers avec lesquels on va imprimer cet acte de naissance a fait l'objet d'un marché public. Et l'État a engagé des dépenses. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre et percevoir combien de papiers on a acheté pour qu'on serve d'acte de naissance. Donc vous voyez, c'est un aspect pratique que je voulais exposer avec vous. Si vous avez des questions, on est tout de suite. La première question. Oui. En tout cas, on va prendre les questions. Je suis la responsable du secrétariat technique de la Commission nationale des marchés publics. J'interviens pas pour une question, c'est juste pour compléter l'intervention instructive de mon collègue Hamza. Juste pour nous, au niveau de la Commission nationale des marchés publics, pour lever toute voile d'opacité, nous avons décidé de publier non seulement le rapport annuel de la Commission nationale des marchés publics, qui lui est un rapport détaillé au cas par cas, mais aussi les statistiques mensuellement. Donc nous essayons de mettre dans le portail électronique des marchés publics des statistiques détaillées. Les statistiques sont ventilées par nom de projet, par le nom de l'autorité contractante, mais aussi le montant et le nom de la tributaire. Donc tout est clair, tout est mis dans le portail électronique des marchés publics. Et nous avons aussi mis en place depuis l'année 2022, nous avons opérationnalisé le CRD, donc le comité de règlement différent. C'est un comité qui peut être saisi non seulement par les soumissionnaires, mais aussi par les autorités contractantes qui soupçonnent toute défaillance ou toute autre anomalie d'un soumissionnaire. Mais aussi les soumissionnaires ils peuvent porter plainte, et ce comité de règlement différent, une fois qu'il est saisi, déjà regarde la recevabilité de la requête, et puis il essaye d'instruire cette requête-là et rend une sentence assez rapidement. Il y a aussi le système de blacklist. Nous avons mis en place un système de blacklist qui est qu'on va publier, donc la liste de blacklist est prête. Nous avons blacklisté quelques entreprises qui ont mis en place des outils frauduleuses, qui ont été malveillants à l'encontre non seulement de l'autorité contractante, mais aussi qui ont dénigré l'intégrité de la Commission nationale des marchés publics. Et cette liste-là, nous sommes en train de la peaufiner et nous allons la publier dans le journal La Nation, mais aussi sur le portail des marchés publics. Donc c'est les deux notions qui encadrent les réformes que nous avons mis en place, ce sont la bonne gouvernance et la transparence. C'est pour ça que même les autorités publiques qui n'ont pas
cette culture de regarder les plateformes électroniques, nous envoyons donc comme on appelle ces statistiques-là, nous les envoyons physiquement. Donc nous envoyons les statistiques au ministère des Finances, au ministère du Budget et à la primature. Et nous avons prévu aussi une édition spéciale du journal officiel où on publie aussi le rapport annuel de la CNMP qui est, comme j'étais en train de dire, qui contient toutes les statistiques. Donc nous pouvons travailler en synergie, nous travaillons déjà en synergie avec la commission anticorruption et nous pouvons davantage travailler en synergie avec cette commission pour accentuer pour mettre en place toute autre mesure de lutte anticorruption. Merci. C'est-à-dire, il faut en amont déjà que ces personnes-là, surtout les émotionnaires, aient fait l'objet de plaintes ou qu'ils aient eu recours à des pratiques anticoncurrentielles. Voilà, merci. Merci. Monsieur Gérard Cassé, vous m'excuserez. C'est d'abord répondre à la question de la présidence de la commission pour la prévention contre la lutte de la corruption. Moi, je me présente Habib Ibrahim, directeur de l'urbanisme de l'habitat et de la CNP de cette qualité. Quand on fait, parce que hier on a évoqué justement le comité de règlement des différends, qui est une instance de recours. Quand on parle de l'instance de recours, ce n'est pas uniquement pour les soumissionnaires, c'est pour les autorités contractantes aussi, parce que vous avez parlé, Hamad a parlé, la corruption, ce n'est pas uniquement des marchistes. Quand les projets ne sont pas exécutés dans les règles de l'art, quand les projets ne sont pas exécutés dans les délais, en tout cas, en somme, en résumé, quand le contrat attribué ne sont pas exécutés dans le respect de ces dispositions contractuelles. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Les soumissionnaires, c'est vrai, c'est bien, les autorités aussi, les autorités contractantes ont tout cas beaucoup de matière pour se trouver, parce que tout à l'heure vous parliez une meilleure offre et pas gage de qualité et meilleure prestation. On peut avoir des offres qui répondent à 200% au dossier d'appel d'offres. Quand on passe à la phase d'exécution, on se rend compte, parce que même si vous savez qu'une solution, que telle entreprise n'a pas une bonne image, mais à part, vous analysez le dossier qui vous est présenté. Quand on analyse les offres en fonction des offres qui sont proposées, une fois que les marchés sont attribués, on se rend compte que les travaux ou que les prestations, que tout type de prestations ne sont pas exécutées dans les règles de l'art conformément aux dispositions. Parce que là où aussi on incite les autorités contractantes à saisir le CRP, parce que pour blacklister. Une des raisons de blacklistage, c'est aussi ce problème de non-exécution des marchés conformément au contrat et à ces dispositions. Mais aussi, il y a un soumissionnaire qui se sont lésés pour telle ou telle raison, notamment peut-être pour entendre entre certains soumissionnaires et pas lui. Et ça peut être aussi l'objet de saisie et qui peut aboutir sur un blacklistage. Et aussi, il y a même des soumissionnaires, parce que quand il y a recours, il y a des étapes. La première étape, c'est de saisir l'autorité contractante qui a lancé l'appel d'offres. Le deuxième recours, c'est la CNP. Le troisième recours, c'est le CRD. Et il y a un autre recours qui est le tribunal administratif. Et vous me dites aussi qu'il a la Commission nationale d'anticorruption saisie. Mais quand un soumissionnaire brûle toutes ces étapes et qu'il agit, peut-être qu'il saisit directement le bailleur de fonds qui se trouve à New York, Washington ou en Arabie Saoudite, c'est aussi un motif de blacklistage. Voilà, ça j'ai répondu à votre question. Mais c'est pas parce qu'on a une meilleure offre que la qualité des travaux exécutés est garantie. Mais ça, c'est un autre chantier justement de la Commission nationale des marchés publics, d'évaluer, même si un projet, contrat a été attribué conformément au dossier d'appel d'offres avec une solution qui répond de manière extraordinairement en toute conformité, mais ça ne garantit pas que les travaux, en tout cas les contrats attribués, ont été exécutés conformément
ODAO, conformément au contrat. Et ça, c'est un autre défi justement de la CNP. Comme vous savez, ça nécessite quand même beaucoup de moyens, parce qu'il faut avoir une équipe pluridisciplinaire, des juristes, des démographes, des statisticiens, des ingénieurs, des génies civils, des architectes, et j'en passe. Dans la commande publique, on a fait des choses, on fait beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et la CNP, je peux vous dire qu'elle est consciente de ça. Et c'est la libre concurrence, l'équité jusqu'à l'étape d'attribution n'est pas source, n'est pas un gage pour la qualité de l'exécution. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Oui, on va prendre la question. Juste, en fait, pour vous préciser, on va marquer, juste après cette question, on va marquer une pause café, parce qu'il faut rebondir un peu, être en forme, parce que sinon, ça sert à rien. Donc, monsieur Med. Ah oui, désolé. Donc, excusez-moi, je voulais tout juste intervenir. Je ne sais pas si c'est bon. Hein? C'est bon. Bon, donc, je me présente. D'abord, je suis Madi Ahmed. Je suis un ancien expert de la Banque africaine qui a travaillé surtout dans le département de gouvernance et de réforme économique. Et dans ce cadre de ma fonction, j'avais appuyé beaucoup de commissions et des structures chargées de lutte contre la corruption dans ces cadres. Et d'ailleurs, sur son temps, il y a un financement de la Banque africaine pour l'appui à l'agence, et sur lequel il va démarrer dans la Banque africaine. Voilà. Mais c'est un chantier très très difficile, parce qu'en fait, c'est beau, les textes sont là, il y a des dispositifs qui sont là, mais en fait, il faut qu'il y ait toute une volonté politique et toutes les différentes structures qui s'occupent de la lutte contre la corruption. La commission ne peut faire que si tout le monde joue le jeu et que tout le monde travaille dans ça. Et ces textes qui sont là, qui sont des textes plus ou moins standards, on retrouve sur pas mal de pays, ces textes-là doivent d'ailleurs passer dans une phase de sensibilisation, de communication, et surtout que les différences, que ce soit aussi bien la commission de marché public, la passation de marché et les différentes structures de l'État et les agents doivent comprendre l'importance qu'il y ait pour lutter contre la corruption, quelles sont les différentes actions qui peuvent exister. Ça, c'est un point qui est très important. Et dans ces cas, par exemple, là où il y avait la liste sur le blacklist, et il y avait une question qu'elle avait posée, et c'est pas facile, parce qu'on peut d'une part chercher à ce qu'on met un solutionnaire pour être mis dans une blacklist, mais si ça devient d'une façon un peu sans qu'il y ait des dispositifs pour que le process doit respecter, on peut se retrouver à ce que cette personne soit plus ou moins punie, alors que peut-être il faut qu'il y ait des textes et des dispositifs qui permettent à ce que une entreprise qui a été mise dans une blacklist, elle a été mise parce que voilà, et que ceci a été décidé d'une façon indépendante, pas la même que demander, sinon on ne s'en sort pas. Il faut qu'il y ait le fait qu'on l'a mis dans une liste, dans une blacklist, doit être décidé d'une façon un peu documentée et indépendante. Et voilà, ça c'est très important. Ça c'est très important. Maintenant, il y avait un point sur les cadeaux qu'on avait parlé tout à l'heure, parce que c'est pas comme ça. C'est facile, parce que nous, les cadeaux, on peut les donner, mais la personne peut recevoir les cadeaux, mais au niveau de la pâte, le texte que nous disait, c'est quoi? Lorsque vous recevez, il faut que vous le déclarez, vous le ramenez, informez. C'est-à-dire, des fois, vous ne pouvez pas refuser, mais on vous oblige à ce que, voilà, vous déclarez et vous le ramenez et vous déposez auprès de l'institution avec qui vous travaillez. Voilà, j'ai reçu ce cadeau. Donc, ceci amène à ce que la personne peut recevoir, mais peut le reposer comme ça. Moi, il y a les points que je voulais voir. Est-ce que cette loi qui vient de passer
je pense qu'il y a beaucoup de décrets d'application qui vont venir et qui vont suivre pour son application et qui vont se faire par rapport aux déclarations de patrimoine, qui est vraiment un chantier pas facile, parce que ça demande à ce qu'il y ait un travail de communication d'abord et surtout aussi de sensibilisation par rapport aux personnes qui vont être mises dans cette situation de déclaration de leur patrimoine, dès le départ jusqu'à la fin. Parce que vous avez plusieurs phases et vous vous retrouvez à la fois sur des élus, sur un agent de l'État, sur plusieurs personnes. Donc il y a quelqu'un qui fait un travail et il est là, il a terminé à un moment donné. Donc il faut que sa déclaration soit claire lorsqu'il a commencé par exemple cette fonction et lorsqu'il a terminé. Et d'autres sont des agents qui sont là de façon permanente et qui doivent le dire. Donc il y a tout ce travail de clarification qui doit se faire dans le temps et à travers le... merci. Merci, monsieur. Juste par courtoisie, je voulais, depuis tout à l'heure, il y a les chefs de village qui demandent la parole. Oui, mais juste par courtoisie, désolé. Hein. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis un vieil traditionnaliste, un peu cultivé. J'ai posé la même question, sur la corruption lors de l'action, lors des débats sur l'action gouvernementale à l'ancien ministre des Finances, Ali Adnan. Il a répondu à côté. Il n'y a pas de corruption sans corruption. Je voulais dire une suggestion. On ne pourra lutter efficacement contre la corruption dans tous ces États que si la communauté nationale ne cherche à adapter sa culture au concept actuel de développement. Merci. Juste une minute. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Moi, c'est Jean-Claude Douimana, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics en République du Burundi. D'abord, je dois féliciter le pays de Djibouti qui a mis en place une commission indépendante. Chez nous, on a une cour, on a une brigade anticorruption, mais qui sont logées au sein du ministère de la bonne gouvernance. Donc, vraiment, avoir une commission indépendante, vraiment, c'est à féliciter. Je félicite aussi les organisateurs pour amener à la table un thème aussi important que la lutte contre la corruption dans les marchés publics. Je crois que le plus grand mot de tous dans les marchés publics, c'est bel et bien la corruption. La corruption a des conséquences très désastreuses, puisque s'il y a la corruption, le peuple perd la confiance en les autorités. Donc c'est quelque chose qu'il faut combattre en essayant de partager l'expérience du Burundi. Vous avez beau mettre en place des textes solides, des mesures répressives, mais il est difficile d'éradiquer la corruption. Par exemple, chez nous, on a essayé de mettre en place des emails de dénonciation, des numéros verts, mais le constat est que les gens ne sont pas courageux pour dénoncer les actes de corruption. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis pour les mesures préventives surtout. Il faut plutôt mettre en place une structure qui les empêche de commettre les actes de corruption. Au bout de compte, c'est peut-être en digitalisant les marchés publics que vous êtes plus ou moins capable de réduire les actes de corruption. Sinon, les gens même actuellement se vantent comme quoi
ils ont été emprisonnés pour cause de corruption. Vous les relâchez, ils mettent ça même sur leur CV, ils ont été en prison. Ils sont contents parce qu'ils bouffent l'argent après qu'ils soient relâchés. Donc moi je suis pour les mesures préventives. Il faut empêcher l'homme à commettre la corruption en mettant en place des structures comme ça. Il doit changer son comportement et comme ça vous allez atteindre la performance au niveau du marché public. Merci beaucoup. Juste en fait, oui, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la prise de parole. Donc, je présente Ouria Ali de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Je vais rejoindre la personne qui m'a précédée concernant les mesures préventives. En fait. Alors, on a compris, pour s'attaquer à la lutte à la corruption, donc il faut d'abord éradiquer. Pour éradiquer, il faut dénoncer. Donc, pour dénoncer, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut d'abord reconnaître l'action. Qu'est-ce que la corruption? Qui le fait? Qui est l'acteur? Et quels sont les moyens? Je pense que ce qui nous a été présenté, l'arsenal juridique djiboutien, revient beaucoup sur cette définition. Il faut que ce soit d'abord un dépositaire. Qui en fait? Il faut que ce soit une personne, un dépositaire de mission de service public. Il faut qu'il y ait un moyen. Alors le moyen, tout à l'heure on a parlé, il y a le DUA. Alors le DUA c'est vraiment l'appellation, mais ça a commencé par Rodovin, Roubo, la Louche. Enfin, il y a eu beaucoup entre-temps, au fil du temps, cette vraiment appellation a évolué et de manière péjorative. Mais sachant qu'au départ, c'était significatif pour de vin, donc c'était peut-être une consommation, ou alors à ce moment-là, est-ce que c'était DUA ou pas? C'est vraiment un autre débat, comme le modérateur l'a dit. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur la sensibilisation, la communication, l'éducation. L'éducation dans le sens où hier, les échanges d'hier ont montré les formations. De former les soumissionnaires, de former également les parties prenantes dans le cadre de la commande publique, de peut-être schématiser par des moyens comment définir, comment se méfier, comment vraiment communiquer pour qu'on puisse avoir des dénonciations. C'est vraiment sensibiliser, communiquer, éduquer. Moi, j'aimerais revenir sur ce point-là et vraiment à plusieurs niveaux, au secteur public, privé, mais également au niveau communautaire pour que vraiment cette chaîne, faciliter celui qui souhaiterait dénoncer ce circuit, pouvoir lui offrir une certaine aussi sécurité quelque part pour la personne qui voudrait dénoncer. Voilà, vraiment je pense que c'est un large, c'est une très très grande thématique où on ne pourra pas conclure en quelques mots, mais voilà, c'est tout ce que je voulais profiter. Merci. Juste en rapport, une question, par courtoisie aussi. Je l'avais promis depuis tout à l'heure, mais elle doit poser sa question. Et je vous propose une chose, comme on doit respecter l'heure, on va prendre cette question, on revient dans la salle, on répond aux questions qui ont été posées précédemment et à sa question, on va prendre d'autres questions, mais en plus que ça, aujourd'hui, on est là pour répondre à vos questions. Ils sont là, et puis moi je suis là, on va vous éclaircir de notre mieux. Okay? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Joyeuse. Je suis
directrice générale de l'autorité de régulation des marchés publics au Rwanda. Et aussi, je suis la présidente du réseau RACOP, qui est le réseau africain de la commande publique. Ma question était de savoir, peut-être parce qu'on a, je dirais, on a des mêmes expériences, des mêmes mesures qu'ici en Djibouti. Même au Rwanda, on a pris beaucoup de mesures. Et comme vous le savez, même le Rwanda est parmi les pays africains qui ont un bon enquête quand il s'agit de la lutte contre la corruption. Mais la question que je me demande toujours, c'est de comprendre, est-ce qu'on a mis en place des outils ou un système de même mesurer l'impact? Parce qu'on met beaucoup de mesures en place, mais à comment on mesure l'impact et l'efficacité des mesures qu'on met en place? Parce que quand je vois des formes de corruption, quand il s'agit des marchés publics, c'est au-delà de ce qu'on pense. Parce que surtout quand il s'agit de la corruption dans les marchés publics, c'est le soumissionnaire qui est en agrément avec la personne qui octroie les marchés. Même si on a pu digitaliser les marchés publics, on voit toujours qu'il y a de la corruption. Je ne sais pas, peut-être que vous allez me partager comment vous faisiez. Mais je vois qu'il y a toujours un problème si on n'est pas arrivé à mesurer l'impact et l'efficacité des mesures qu'on met en place. Merci beaucoup. J'aurai le plaisir de vous répondre par la suite. Je vous remercie parce que je connais un peu le dispositif rwandais parce que c'est mon second pays. Et on aura le temps de revenir sur la comparaison. Et donc on va marquer une pause et après... Excusez-moi, pour les gens qui vont partir à 14h, veuillez vous enregistrer auprès du secrétariat que j'ai installé ici. Merci, M. Abdouramane. Je pense que pour la question des conventions de financement, je pense que j'ai déjà répondu. On s'est déjà rapproché avec le ministère des Finances. On a déjà demandé à ce qu'on soit associé sur lors des signatures des conventions de financement pour éviter justement au préalable ces genres de couacs. Et pour la question de la compétence, oui, vous avez raison, il est du ressort du ministère de l'enseignement supérieur de mettre en place ces disciplines-là afin qu'on puisse trouver sur le marché ces disciplines recherchées. Je vais peut-être laisser Habib compléter mes réponses pour... c'est bon. Je pense qu'on va sortir... Juste, il y a un point sur lequel et Abdouramane a parlé par rapport à ce que lorsque les conventions sont signées au niveau, je pense qu'il faut savoir, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le bailleur, lorsqu'il dit que c'est la procédure du bailleur qui va s'appliquer, c'est qu'au préalable, il y a déjà une évaluation sur le pays. Et il y a des pays, maintenant, de toute façon, il y a des pays sur lesquels le système pays est appliqué. Par exemple, le Maroc, le Rwanda, il y a des pays, ce sont les systèmes pays qui sont appliqués. Lorsqu'ils ont évalué et qu'ils ont dit que l'Espagne et tout à l'heure, ils disent c'est fini. Maintenant, toutes les procédures, c'est le système pays qui s'applique. Donc, Djibouti n'a pas encore arrivé là. Le jour qu'il va s'arrêter, c'est fini. Le bailleur va dire c'est le système pays qui va s'appliquer et il n'y aura plus de partenaires. Tous les partenaires seront obligés de s'aligner pour l'utilisation du système pays. Voilà, merci.